toujours chers fidèles de l'IDL, je suis sûr qu'il y en a déjà, IDL Média. Pas assez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mais de quoi on va parler? On va parler de la vieille phrase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Donc, à cet effet, j'ai demandé à 2 personnes. Présentez-vous. Philippe Pascot, écrivain, éveilleur de conscience, emmerdeur public. Voilà, et qui sait tout ce qui comment empêcher d'emmerder les Français. Et Hervé Juvin, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, parce que nous parlons déjà de choses et d'autres depuis longtemps, tous les deux ensemble. Donc, le but aujourd'hui, ça va être d'essayer d'expliquer exactement comment permettre à la France de se relever de son économie. Et c'est pas une question de gouvernement qui passe ou tel truc, c'est la seule façon de s'en sortir, c'est que les Français s'en sortent un par un. Il n'y a pas de solution globale, il faut permettre à chacun de s'en sortir, et pour ça, il faut libérer le carcan administratif qu'il a sur le dos. Donc, je vais laisser passer la parole d'abord à notre ami qui va nous expliquer ce qu'il voit dans la vie de tous les jours, et ensuite à Hervé, parce que lui, il a cette chance extraordinaire d'être à Bruxelles, qui est dans le fond l'usine qui a été créée de toutes pièces pour emmerder les Français. Pour produire des normes. Pour produire des normes, ce qui est une autre façon de dire, l'usine à emmerder les Français, elle est là-bas maintenant. Donc... non mais ça tombe bien aujourd'hui, moi je suis très content aujourd'hui qu'on reçoive un représentant de l'Europe en plus, parce que l'Europe c'est un de mes chevals de bataille. Alors on va pas tomber dans le poujadisme, on va pas tomber dans le Frexit à tout prix, dans les sectes de certains partis politiques, mais je trouve quand même moi que l'Europe n'est qu'une usine à gaz, qui ne sert pas les intérêts du peuple, qui sert uniquement les intérêts de quelques-uns. Et je suis content que tu sois là pour en parler, parce que il y a des trucs sur l'Europe qui sont complètement fous, quoi. On peut pas laisser passer, on peut plus laisser passer. Où on va avec cette Europe qui, en fin de compte, ne sert à quoi? Sert à rien, uniquement à payer. Et tu vas me confirmer les choses, parce que j'ai appris, par exemple, qu'il y avait 20 lobbyistes par eurodéputé payés au mois. Moi, ça m'inquiète un petit peu, quoi. 20 personnes qui sont payées uniquement pour te faire dire ce que tu veux pas dire. Je trouve pas ça très logique. Les enjeux sont absolument énormes, parce que je ne sais pas si c'est une usine à gaz, mais c'est clair que les institutions européennes, la Commission et le Parlement en particulier, c'est juste des machines à produire de la norme. Ça, c'est pas faire autre chose d'autre. On s'est longtemps posé la question, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'est pas plus performante dans la lutte contre la pandémie? Mais c'est pas son job, elle est incapable de faire face à une crise. Il faut tellement de temps pour se réunir, pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas la peine. Aux abonnés absents. Nicolas Sarkozy l'avait très bien vu lors de la crise de 2008, quand il a dit « c'est moi qui décide », et les réglementations, les directives européennes, on n'en a rien à faire, je sauve le tissu industriel et entrepreneurial français. Il s'en était d'ailleurs assez bien débrouillé, il faut le dire. D'autant plus, si je me permets de t'interrompre, que tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais en général j'essaie d'avoir des sources, que aucun pays n'est obligé de suivre une directive européenne. C'est plutôt un consensus qui s'est instauré dans le temps, qui fait que quand les textes proposés par la Commission, qui a l'initiative des propositions, votés par le Parlement, qui peut les amender, sont acceptés par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, ils ont en fait force de loi. Il faut quand même que nos auditeurs savent qu'en France, plus des 2/3 des textes qui s'appliquent ici dans la vie quotidienne, ils sont d'origine européenne. Pourquoi? Il y a une raison qu'il faut expliquer. L'Union européenne croit que c'est comme ça qu'elle va créer un peuple européen. L'obsession des eurocrates, c'est il y a une souveraineté européenne, et pour qu'il y ait une souveraineté européenne, il faut créer un peuple européen. Moi, je connais des Allemands, je connais des Italiens, je connais des Français, je ne connais pas de peuple européen, et l'idée d'une souveraineté européenne m'a paru une absurdité totale. Eux, ils veulent la créer. Et ils pensent qu'ils vont la créer comment? C'est en faisant des normes dans tous les éléments de la vie. C'est ça. Et tu en aurais sûrement... On s'habille tous avec les mêmes chaussures. Voilà, tu en aurais sûrement, Charles en connaît. Bah, c'est les concombres, c'est les bananes. Je vais prendre 2 exemples qui m'ont énormément choqué. J'étais il n'y a pas longtemps dans un meeting, il y avait une battue aux sangliers, parce que les sangliers dévastent tout, il y en avait trop. Ils en ont tué 50 ou 60. Je dis, mais quelle bonne chance, peut-être pour les maisons de retraite, peut-être pour les cantines. Ah non, règle européenne, ils n'ont pas été abattus dans les normes, on a tout enterré. 60 sangliers d'une belle forêt de l'ouest de la France, je pense que ça fait de la bonne viande. Ah, les directives font qu'on ne peut pas la commercialiser, on ne peut même pas la donner gratuitement à des cantines. Et l'autre exemple qui est très bien expliqué par Marcel Gauchet, c'est celui des infirmiers psychiatriques. En France, le système hospitalier avait développé quelque chose de remarquable. Il y avait les infirmiers et infirmières pour l'hôpital, et puis il y avait une spécialité d'infirmiers psychiatriques. Ça donnait des résultats assez remarquables. On a très bien su traiter les cas psychiatriques graves en France. L'Union européenne dit non, je ne veux voir qu'une tête, il y a une seule spécialisation d'infirmiers. On n'a plus d'infirmiers spécialisés psychiatrie en France depuis lors.
Ça, c'est la folie d'uniformisation de l'Union européenne. Elle n'est pas sans impact, mais on va revenir aux lobbyistes. Elle fait le jeu des multinationales, elle fait le jeu des monopoles, et ça, c'est le mécanisme le plus fort auquel on assiste, c'est la liquidation de l'artisanat, c'est la liquidation du petit commerce, c'est la liquidation des indépendants, au profit de l'uniformisation qui sert tellement bien les intérêts des multinationales. Tu m'en voudras pas, mais je peux pas être d'accord avec ça. Je pense que Charles ne le sera pas non plus. Bien entendu. À un moment donné, il va falloir qu'on se batte contre ce genre de choses. Tu me parlais moi, j'ai un exemple d'un article que j'ai écrit il y a quelque temps sur les grille-pains. Les grille-pains pour faire cuire ses petites tartines le matin, pour faire rôtir ses petites tartines le matin. L'Europe avait pondu une directive qui voulait interdire la fabrication des grille-pains à une fente. Véridique, hein? Véridique. 5 réunions, 10 commissions, etc. pour pondre cette note-là. 50 réunions et 10 oui, commissions. à peu près. Parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient, après de longues études, compris que les gens, en fin de compte, le matin, ne faisaient griller qu'une seule tartine, pas 2. Pas Donc moi, hein. les 2 fentes, ça ne servait à rien. Ce genre d'imbécilité me rend foudrage. Parce qu'on s'aperçoit vraiment que c'est des gens qui sont même plus sur le terrain, qui pondent des normes, Bien sûr. mais des normes dont ils savent même pas qu'au quotidien, ça fonctionne pas comme ça. Et nous, on en subit les conséquences. Et le pire, c'est quand j'entends des hommes politiques qui, excusez-moi, hein, n'ont plus de... Couronnes. Ouais, de coronesse, nous racontent à longueur de journée « Ah, mais c'est pas nous, c'est l'Europe. » Bien sûr. Mais c'est pas eux, c'est l'Europe. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est pas eux. Mais j'avais visité, on m'avait fait faire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je ne me souviens plus, une conférence à Bruxelles. Et j'avais demandé à visiter ensuite, je crois que c'était le Parlement européen ou la Commission, je ne sais plus lequel des deux. Et j'avais vu des couloirs absolument interminables, sur plusieurs étages, avec des portes, vous savez, de bureaux fermés de chaque côté comme ça. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent toute la journée? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, vous avez enfin apporté une réponse à cette question. Et ils produisent des normes et des textes. Je peux vous raconter un exemple qui est arrivé très très récemment. J'étais dans une commission du commerce international où on s'occupait de ce qui se passe dans quelques pays d'Afrique australe. Et j'ai entendu des déclarations très compétentes sur ce qu'il fallait faire en Zambie, au Malawi, etc., qui sont des pays qui se trouve que je les connais. Je me suis permis d'une toute petite voix de poser la question, mais combien d'entre vous sont allés dans ces pays sur lesquels vous légiférez avec autorité? Personne n'y avait jamais mis les pieds. Ça, c'est les institutions hors sol. On fait des lois, on fait des règlements qui doivent s'appliquer partout. C'est d'autant plus facile qu'on n'a jamais mis les pieds nulle part. C'est exactement ce qui m'était arrivé une fois, c'est ce que je raconte toujours sur l'Europe, c'est que, ayant eu des contacts avec le Gers et la Gascogne depuis très longtemps, pays béni des dieux, on achetait toujours nos foie gras au même endroit, à une fermière locale qui faisait des foie gras qui étaient absolument remarquables, sans doute remplis de tous les microbes interdits, mais enfin, je veux dire, ils étaient très très bons, quoi. Et quelqu'un l'a dénoncé, et il y a eu une visite de contrôle, et on a appris que l'Europe exigeait de visiter ce qu'on appelait son laboratoire. Son laboratoire, c'était une cuisine crasseuse dans une vieille ferme dans le Gers. Et donc, maintenant, elle fait plus de foie gras. Et c'est bien regrettable pour le pouvoir d'achat dans le Gers, mais c'est aussi regrettable pour la qualité, parce que les foie gras que vous avez dans l'industrie, c'est pas les mêmes. Ah, c'est clair. Remarquable exemple, parce que, folie de la normalisation, votre cuisinière de foie gras devait appliquer les mêmes règles qui s'appliquent à Nestlé ou qui s'appliquent à des nourritures, à des fabricants industriels de nourriture. Ça a une fonction, la norme, parce que c'est pas indifférent. Évidemment qu'il y a un impact économique énorme. Ça favorise la concentration, ça favorise l'industrie, il faut être clair, ça favorise les gros. Je suis très inquiet pour ma part des conséquences que va avoir le Green Deal. Vous savez, le Green Deal, c'est ces 1000 milliards pour verdir, on va tout verdir. On va en particulier verdir les maisons en les isolant. Et là, c'est un enjeu des normes très simple. Il va se passer pour l'isolation ce qui se passe pour les voitures. Vous ne pouvez plus faire soigner votre voiture, réparer un accident mécanique dans le garagiste du coin. Il faut nécessairement la ramener à la concession qui a fabriqué la voiture. Sinon, c'est plus la peine. L'électronique, ça sert notamment à ça. Et là, vous pouvez pas négocier. À marginaliser le petit garage. Ouais, et là, vous pouvez pas négocier le prix. Hein, pour l'isolation thermique, les géants du secteur l'ont très bien vu. On va faire des normes pour les fenêtres, pour les portes, pour le chauffage, etc., qui font que les petits artisans locaux ne pourront plus rien faire, ou ils devront être intégrés à la chaîne de valeur des géants industriels. Ça s'appelle constitution de monopole. Et les normes, ça sert à ça. Ça me rend fou parce que c'est ce qui s'appelle pour moi la perversion de l'écologie à outrance. Ah, totalement. L'écologie est devenue une machine à emmerder les Français, il faut être clair. Entre les 80 à l'heure sur les routes, les 110 à l'heure maintenant sur l'autoroute, etc.,
Alors que le vrai problème, c'est le commerce international, c'est les chaînes logistiques, c'est le mouvement des capitaux, si je peux me etc. permettre, on ne veut pas les voir. Le but, c'est d'empêcher les Français d'être tués. Mais tous les phénomènes sociaux, comme je l'ai souvent dit ici, sont distribués sur un phénomène qui s'appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% des accidents de la route sont faits par 20% des gars, 80% d'alcool est bu par 20% d'ivrogne, et ainsi de suite. Tout est distribué selon la loi des 80-20. Donc, plutôt que d'embêter tout le monde, on ferait mieux de se concentrer sur les 20 qui font des accidents tout le temps, les repérer statistiquement. Il y a encore un truc beaucoup plus simple, hein, Charles, que moi je sors depuis 20 ans, c'est que j'ai du mal à comprendre. En France, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130. Hein. C'est la loi. Bientôt 110. Pourquoi on continue à construire des voitures qui vont à 250 ? C'est pour aller de 0 à 100 km en 4 secondes et demie. On peut le faire avec une voiture qui va à 150, il suffit de travailler sur le moteur. Donc ça, c'est une mauvaise excuse. Pourquoi on continue à construire des voitures qui vont jusqu'à 250 alors qu'on n'a pas le droit de rouler plus de 130 ? Donc si on veut réduire, parce qu'après les gens, tu sais, c'est une pente. Vous avez un économiste qui a répondu à cette question qui s'appelait Thorsten Veblen, qui était aux États-Unis au début du 19e, au début du 20e, et qui disait c'est de la consommation visible. Si vous avez une Ferrari, vous l'avez pas pour faire du 250, vous l'avez pour plaire à la jolie blonde. On est bien d'accord. Faut pas se tromper. Mais si on normalisait, et là les normes peuvent être intéressantes, les lois par rapport à ce qu'il y a sur le marché, la nana super blonde, elle s'habituerait à une Ferrari qui va jusqu'à 150. Je sais pas, mais je crois que c'est pas une obligation, hein. C'est pas. Mais ça c'est un mal français, hein. Non, mais parce qu'il faut pas oublier que les normes sur la voiture sont plutôt déterminées par les constructeurs allemands. Et qu'eux, ils peuvent faire du 300 heures sur leurs autoroutes. Tout à fait. Oui, mais je suis pas dans le cadre d'une mondialisation, moi. Non, mais j'entends bien, mais si... Parce qu'on me le sort souvent, oui, mais tu comprends, si nous, on vend pas des armes de guerre, les autres vont le faire. Moi, je suis contre les armes antipersonnelles depuis 20 ans. C'est les armes, les trucs qu'on met dans le machin, qu'on laisse pendant 20 ans et qui font sauter un millier de jambes. J'ai été dans un dîner une fois, le mec me dit, mais Philippe, t'es bête. Les autres. Si moi, je ne vends pas des armes qui tuent, c'est les autres qui vendent. Mais je veux pas fonctionner comme ça. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des armes qui tuent, des jambes, des enfants, ou est-ce qu'on n'en veut pas ? Moi, j'en veux pas. Et si l'autre, il en vend, c'est un autre problème. Mais je refuse de placer mon économie par rapport à ce que font les autres. Parce que, je vais te dire, pourquoi j'arrêterais de vendre de la drogue ? On en vend partout. D'ailleurs, ça rentre dans le calcul du PIB. Mais oui, je l'ai mis dans un de mes livres. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que le gouvernement français, via l'Europe, tout à fait, via l'Europe depuis le 1er janvier, a intégré la prostitution et la drogue. Non, pas la prostitution encore. La prostitution dans certains pays, pas en France, a intégré l'estimation des recettes de drogue dans le PIB français. Mais où on va ? Où la drogue est interdite, et elle est interdite, où elle est légale, et là je comprends qu'on la mette dans le PIB. Mais je dis maintenant, et c'est important, à tous les trafiquants de drogue que je rencontre et qui se font gauler, demandez des circonstances atténuantes. Vous travaillez pour le bonheur de la France. Bien sûr. Parce que tu es en train de faire une erreur considérable, c'est que le bonheur et le PIB, c'est pas la même chose. Peut-être, mais en attendant, on s'en sert comme référence pour savoir qu'un pays va bien. Oui, mais et on a mis la drogue dedans. Oui, on a mis aussi les dépenses étatiques dedans. Oui, je suis d'accord, il y a plein de choses. Je voudrais revenir sur un point qui m'apparaît essentiel dans notre conversation. Cette folie de la norme, des règles dans tous les coins. Ce qui est grave, c'est que c'est en train de fâcher une partie des Français avec l'écologie. On fait passer au nom de l'écologie des dispositifs vexatoires qui vont réellement emmerder la vie de chaque jour des Français. Tout ça pourquoi ? Parce que c'est un écran de fumée. Il ne faut pas toucher au grand commerce international. Il ne faut pas toucher à ces super tankers, à ces super containers qui font des milliers et des milliers de kilomètres. Vous savez qu'un porte-container qui va d'un port chinois à un port des Pays-Bas, il pollue autant qu'une ville française moyenne pendant toute une année. On est bien d'accord. Il ne faut pas toucher au commerce international. C'est un tabou absolu. Il ne faut pas toucher au flux interne des entreprises. C'est ces chaînes logistiques qui font qu'il y a des voitures qui ont déjà fait des millions de kilomètres avant d'être construites parce que les pièces viennent des quatre coins du monde. Mais ça, on ne peut pas y toucher. Ces chaînes logistiques ont un très gros avantage quand même. C'est qu'elles permettent de faire apparaître les profits là où on veut et de ne pas payer l'impôt. Et de ne pas payer d'impôt là où la voiture est vendue. Mais bien sûr. Donc c'est pas complètement par hasard. Personne ne veut y toucher. Donc on va emmerder les Français au quotidien. Pour laisser l'impunité, tout à fait. On va emmerder le petit Français. On va tuer des artisans, on va tuer des commerçants. Tout ça pour laisser, voilà, tout ça pour laisser les multinationales, l'optimisation fiscale, et j'ai envie de dire ceux qui occupent et pillent le pays. Parce que dans un certain nombre de cas, il faut employer les mots qui s'imposent. On a aujourd'hui des cas où on est devant une occupation et un pillage du pays. Je pense par exemple au vol des paysages par les éoliennes. Entre autres. Entre autres. Ouais.
on peut en citer plein. On a un vrai problème, c'est qu'on se rend compte encore une fois qu'il y a des gens dont le métier c'est de faire des normes et que ces gens sont conseillers, je crois que tu l'as dit, il y a 20 conseillers pour un député ou quelque chose comme ça, et que quelque part, j'imagine que le député n'est pas insensible au charme de vacances, d'avantages donnés par les... C'est peut-être plus simple que ça, Charles. Dans le travail quotidien, le député, selon les commissions dans lesquelles il siège, il a des dizaines, des centaines, voire des milliers de pages et d'amendements. Et donc, tout naturellement, il a rencontré quelqu'un par hasard. Il y a beaucoup de gens, on ne sait pas très bien qui ils sont, mais ils sont dans les couloirs du Parlement. Qui lui, moi, je suis très compétent sur tel sujet. Par exemple, le sujet des éoliennes. Et il se trouve que le malheureux député, avec son cabinet, ils ont un texte sur les éoliennes, c'est technique, ils ne comprennent pas très bien. Ils ont des formules bancaires sur les risques bancaires à autoriser. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit être compétent. Tout naturellement, on l'appelle. Tout naturellement, cette personne fait connaître sa compétence et propose qu'il serait un très bon amendement. Et voilà pourquoi, sans qu'il y ait nécessairement et corruption et invitation, etc., il y a cette espèce d'interpénétration, il y a cette espèce de familiarité, d'osmose avec les grands milieux d'affaires, qui fait que, j'ai envie de le dire avec le sourire, j'ai vu des députés présenter des textes dont je me demande s'ils savaient les lire et je me demande ce qu'ils y comprenaient. Non, ils ont fait une copie. Ils ont fait une copie. Je l'ai prouvé dans un de mes livres. On a découvert 2 textes de loi à l'Assemblée nationale qui étaient uniquement un copier-coller de ce qu'avait proposé Philippe Maurice. Et on a eu la même chose sur les notaires. Au Parlement européen, on a la même chose avec Monsanto. On a eu un certain nombre de dispositions qui font partie des textes internes de propagande et de publicité de Monsanto qui ont été reproduits in extenso dans des rapports européens. J'ai même pire sur la Convention. Il y a une fois, du temps où je me battais beaucoup contre l'huile et le gaz de schiste, où une association charismatique avait fait une grande expo juste avant le vote des députés européens sur l'utilisation de l'huile et le gaz de schiste sur l'Europe, qui est quand même un truc très très grave. Et on s'est aperçu que cette association-là était payée par les pétrogaziers. Il y a un moment donné, on se pose quand même des questions. Et les gens me disent non, elle est charismatique. Et bien entendu, tout est enrobé, tout est emballé. C'est pas forcément des voleurs, truands, corrompus. C'est des gens qui se laissent influencer et qui, en plus, moi je l'ai été, n'ont pas forcément le temps. Il faut que tu saches, par exemple, que moi, quand j'étais conseiller régional, j'avais 1,10 m de lecture à faire quasiment par semaine. Il y a un moment donné, c'est impossible. Donc, il y avait des gens qui, autour de moi, me préparaient des notes de synthèse. Et si tu choisis mal tes gens, et si les gens s'introduisent pour te présenter des notes de synthèse, tu te fais vite rouler la tête. Et je vais te donner un exemple. J'étais dans la commission donc formation professionnelle et apprentissage, j'étais le président. Et donc, j'avais à statuer sur des dossiers, sur des choses comme ça. Des mecs en dessous de moi me présentaient 2 dossiers sur lesquels je devais voter. Un très mauvais et celui pour lequel ils voulaient que je vote. Mais ils m'avaient déjà éliminé 10 autres dossiers avant que eux ne voulaient pas entendre parler. Quand tu tombes face à ce genre de truc, c'est très très dur. Difficile. Eh bien, ce qu'il faut, c'est donc réduire le nombre de dossiers. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, j'étais ami de Milton Friedman, et un jour, il m'a posé la question, quelle est l'invention la pire qui a été faite dans l'histoire de l'humanité? Je savais que c'était une blague. Hein. Donc, je lui ai dit, j'ai aucune idée, je sais pas. Il m'a dit, c'est l'air conditionné. Alors, je lui ai dit, pourquoi l'air conditionné? Il m'a dit, parce qu'avant l'air conditionné, les gens restaient à Washington simplement 3 mois. Parce qu'il faisait mauvais tout le reste du temps. Donc, ça limitait. Mais ça, il fait. Ça, il fait. Donc, je crois qu'une des solutions, c'est peut-être d'interdire au Parlement européen et à la Commission, etc., de siéger plus de 45 jours par an. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Solution. Mais on peut les payer, hein, c'est pas ça le problème. Moi, à mon avis, il ferait beaucoup moins de dégâts s'ils avaient beaucoup moins de temps. Je rejoins sur le fait qu'on est complètement bouffé par la bureaucratie, par le Word Excel et par la normalité qui fait qu'on en met partout. Aujourd'hui, tu peux plus bouger un petit doigt si tu n'as pas fait 4 réunions, 5 textes, etc. Avec des PowerPoint. Il y a un moment donné, il faut laisser un petit peu de bien. Rassurez-vous, ça arrive à une telle paralysie que tout ça va finir par s'étioler, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffle. Oui, mais faire 50 réunions pour quoi que ce soit. Mais ça peut durer longtemps. D'abord, ça peut durer longtemps et l'étouffement est lent. Oui. L'étouffement est lent. Et il ne faut pas oublier que ça déplace toute une série de gens dans l'économie vers des activités absolument non rentables. Je vois très bien, quand j'étais à Hong Kong, je payais 15% d'impôts. Je n'avais pas d'expert fiscal pour me remplir ma déclaration d'impôts.
Parce que combien vous avez gagné? Très bien, envoyez-nous 15%, merci beaucoup, ça je savais le faire. Mais vous arrivez en France, vous allez en Angleterre, si vous avez une situation un peu plus compliquée, vous avez besoin de 2 experts fiscaux, d'un type pour leur travail, etc. Et ces gars-là, je les paye un maximum, mais ils servent à rien, ils produisent aucune valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce serait quand même plus simple d'avoir un système fiscal où je paye 25%, et c'est tout. Alors, je suis d'accord, à condition que les contrôles derrière soient quand même très importants. Ben, les contrôles, c'est pas difficile. Les contrôles dans les pays anglo-saxons, vous fraudez, vous allez en prison. Donc là, ça commence à me plaire. Non, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pas comme on fraude en France et puis on va discuter avec le fisc combien je vous dois, et tout, etc. On négocie, on fait intervenir les copains, puis on arrive à 30 ou 40% de ce que le fisc demandait au début. Mais ça, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est à partir du moment où vous avez un système simple, celui qui fraude le système simple, c'est un crime contre la communauté, et il va en tôle, puisqu'il vole. Jusqu'à présent, je connais que 2 pays qui ont fait ça, qui s'appellent l'Irlande et l'Islande. Il y a les États-Unis, si vous êtes pris en délit fiscal, vous pouvez aller en tôle. C'est comme ça qu'ils ont coincé Al Capone. Hein. On est d'accord, mais... c'est comme ça qu'ils ont coincé Al Capone. Donc, il me semble qu'il faut simplifier à mort la fiscalité et augmenter très considérablement la pénalité pour celui qui fraude. Là, ça me paraît... C'est un discours qui commence à me plaire, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de fonctionnaires pour vérifier. Parce que vous prenez un gars de temps en temps, vous faites un exemple, et les autres, ils prennent le message. Hein. Je crois qu'il n'y a rien de tel, dans le fond, mais je sais que c'est plus le cas aujourd'hui, que la peur du gendarme. Et que plus personne n'a peur des gendarmes aujourd'hui. Donc il faut qu'on revoie au système de justice, parce qu'aujourd'hui, quand on voit que le parquet, et on en a un grand exemple, est aux ordres des États, ça devient difficile. Moi, j'ai plein d'exemples que j'ai répertoriés, où des procès ont duré 27 ans, 21 ans. Donc il y a aussi des choses à réformer de ce côté-là, parce que moi je suis d'accord avec le principe. Je voudrais juste qu'il soit réellement appliqué, parce que le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que quand tu peux te payer un bon avocat, quand tu peux te payer des fois ton procès il dure quand même 20 ans. Oui, parce que la législation, moi j'avais même un ami qui était richissime en France qui me racontait que lui, ses avocats avaient comme instruction de chercher dans les procédures du fisc l'erreur de procédure. Oui. Et puis quand il trouvait l'erreur de procédure, hop, ça recommençait à zéro. Oui, j'ai un ami qui fait ça, qui est spécialisé pour ça sur la sécurité sociale. Il est à la Sécu et il trouve des... Ça sont des histoires, si vous voulez, de pays dysfonctionnels. Parce que si on n'avait pas, je ne sais pas combien fait le code des impôts, 5000 pages. Ouais, c'est énorme. Des milliers. Des milliers. Le code du travail, il fait 3500 pages. Le code du travail suisse fait 30 pages. Ouais. Donc, il me semble qu'il y a peut-être... Justement, si on coupait dans tout ça... Encore une fois, tu prêches à convaincu, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, c'est bien pour ça que ça marche pas. J'ai l'exemple d'un... Parce qu'aujourd'hui, l'État te dit, et il l'a écrit, que quand, par exemple, tu dois 93 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale en France, il préfère en récupérer que 30 plutôt que de te faire un procès. Donc, il te laisse partir avec 60 millions que tu dois. Oh, à condition que l'analyse du fisc soit la bonne sur ce qu'on doit. Et là, j'ai des doutes. Hein. Non, mais... Parce que c'est pas... Encore une fois, ce que je te dis, c'est du factuel. Oui, c'est du factuel. Oui, non, mais j'entends bien. Mais le fisc avait trouvé 93 millions. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 93 millions parce que j'ai eu affaire au fisc. Ils ne sont pas toujours d'une bonne foi parfaite. On peut en discuter. Mais c'est quand même anormal que quand tu dois 93 millions, tu arrives à payer 30 millions après négociation, et que quand tu dois 4 000 euros d'impôts pour X raison que ça, on te fait vendre ta maison. La marge de négociation n'est pas la même. Et ça, je ne suis pas d'accord non plus. Non, bien sûr que non. Clair que la loi n'est pas la même. Je n'entrerai pas dans ce débat fiscal. Encore une fois, vu du point de vue européen, ce qui est absolument choquant, c'est que l'Union européenne encourage que nos amis américains appellent, il y a le law shopping, on va choisir la loi qui vous convient bien, et de la même manière, on fait du shopping fiscal, on va choisir l'impôt qui vous convient bien. C'est ce qui se passe avec l'Irlande, avec la fiscalité scandaleusement basse des multinationales américaines, notamment du web. C'est ce qui se passe avec les Pays-Bas, dont on ne dit pas assez que c'est un paradis fiscal pour les dirigeants des grandes sociétés. C'est pour ça qu'ils font tout Je me suis laissé dire que les dirigeants de grandes entreprises françaises, par exemple de Renault, bénéficiaient généralement des packages payés aux Pays-Bas pour échapper à l'impôt français, puis on a naturellement le Luxembourg. Pour ma part, je souhaiterais par exemple que les bénéfices des aides d'État suite à la pandémie soient réservés aux entreprises dont les équipes de direction soient payées en France et soient imposées en France.
je ne trouve pas normal qu'on consacre des aides d'État qui vont finalement être payées par le contribuable pour aider des grandes entreprises dont la totalité des cadres dirigeants ont des solutions d'optimisation fiscale qui fait qu'ils ne payent pas un sou d'impôt en France. Je pense que c'est des dispositions de bon sens. Tu prêches un convaincu. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout et comme malheureusement, c'est pas vers où on se dirige. Non, mais on arrive à un point important, et ça revient à une discussion qu'on a déjà eue ici d'ailleurs. C'est à partir du moment où vous avez abandonné votre souveraineté fiscale, l'État français n'a plus rien à dire sur les dispositions fiscales qu'il prend. Tout à fait. Donc, aurait-il pris cette décision de réserver ça à des entreprises dont les dirigeants ou les capitaux ne sont pas en France, etc., ça aurait été condamné par Bruxelles? Non, c'est un élément très fort pour moi de la colère française. Je pense qu'il y a une colère qui monte dans ce pays. Et je pense que cette colère monte notamment, on les a vus sur les ronds-points, ceux qui ont le sentiment qu'ils paient pour tout et pour tous. Mais c'est pas des riches, c'est pas des gens qui peuvent faire de l'optimisation fiscale, c'est pas non plus des vrais pauvres qui justifient de formes d'assistance, et ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête, ils payent tout, pour tous. Mais moi qui sors des ronds-points, je peux te dire que ce n'est pas qu'une impression. Moi je connais des gens, et j'en connais un paquet, qui le 10 du mois n'ont plus rien à mettre dans le frigo, parce que tout a été payé. Tout à fait. Tout a été payé autour, parce que quand tu gagnes que 1300 € par mois, entre guillemets, et que tu as ton téléphone à payer, boum, ton électricité, ton gaz, Internet. Ton machin, Internet, les gamins, les téléphones portables. Il te reste 200 € une fois le premier du mois quand tu as tout payé. Ouais. C'est complètement inadmissible. Et pendant ce temps-là, tu vois des gens qui ont bossé 2 ans dans une entreprise, et j'ai les noms et j'ai les chiffres, et qui partent avec une retraite chapeau à vie de 9 millions d'euros par an. 9 millions d'euros. Ouais. Et que dans le même temps, cette société licencie des salariés alors qu'elle fait du bénéfice. Il y a un moment donné, il faudra qu'on remette les pendules à l'heure. Parce que, encore une fois, je le dis souvent, moi je ne suis pas contre les riches. Il faut des gens riches, il faut des patrons, il faut des dirigeants, il faut des leaders. Et je ne suis pas pour les yayatollahs de l'horizontalité sur les ronds-points, là, ceux qui vous disent « faut pas de chef, personne ». Mais il y a un moment donné, il faut des limites. Il faut des limites. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces gens-là ne se mettent aucune limite. Et ils font n'importe quoi, parce que tout de suite, les autres, ils peuvent crever. C'est pas comme ça qu'il faut. Les limites, on les retrouvera en rapprochant l'entreprise du territoire. J'ai plaidé pour que soit appliquée en France la responsabilité nationale et territoriale des entreprises. C'est quoi? C'est tout simplement une entreprise qui a 100 000, 5 000 salariés. C'était le cas des Michelin, des Peugeot et de nombreuses grandes entreprises industrielles françaises. Elle est un peu responsable de la manière dont vit la ville. Elle est un peu responsable de la manière dont vit le territoire. C'est évident. Et ça, quelque part, il faut l'écrire. C'est l'inverse de mon équipe dirigeante sera payée aux Pays-Bas, mes impôts, je vais les payer aux Bahamas, et dès que j'ai de la trésorerie, elle est gérée, je ne sais pas où, d'un paradis, du Delaware, d'un paradis fiscal américain. Mais j'aime non, ça doit bénéficier au territoire. J'aime, mais tu sais qu'il y avait une loi en France qui disait qu'on ne pouvait pas licencier des gens dans une entreprise quand l'entreprise était bénéficiaire. Oui. Il y avait une loi. Oui. Tu as remarqué que j'ai parlé au passé. Oui, sûr. Ils ont voté une loi il y a 1 ou 2 ans, où même si une entreprise est totalement bénéficiaire, pour pouvoir payer les dividendes de la caisse de retraite américaine, ils ont le droit de l'économiste doit réagir pour une raison très simple. Je vais essayer ça, j'espère que ça ne sera pas trop long, mais je vais donner un petit exemple pour te faire comprendre ce que je veux dire. Tu embauches un gars, t'es patron, tu embauches un gars, il te coûte 100, il te rapporte 130. Tu en embauches un deuxième, il te coûte 100 et il te rapporte 110. Tu en embauches un troisième, il te coûte 100 et il te coûte 80. En moyenne, tu gagnes de l'argent. À la marge, c'est idiot, puisque tu payes un gars sur lequel tu perds du fric. Et donc, tu gaspilles du capital. Donc, une entreprise peut tout à fait gagner de l'argent en France et en perdre à Clermont-Ferrand et devoir virer les gens de Clermont-Ferrand simplement parce qu'ils ne sont pas rentables compte tenu du capital qu'on leur a confié. C'est pas humain, mais c'est la seule façon de gérer une entreprise. Si tu gères une entreprise au coût moyen, tu coules ton entreprise, à chaque fois elle va en faillite. Il faut la gérer au coût marginal. C'est une notion importante. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est fermer une entreprise qui gagne de l'argent sur place à Clermont-Ferrand, parce qu'elle gagne moins que la moyenne, ça c'est un crime. Fermer une entreprise qui perd de l'argent ici alors que tu en gagnes en moyenne, c'est nécessaire. Donc, faut éviter, il faut comprendre la différence entre le coût marginal et le coût moyen. Le dossier dont je te parle est un dossier où ce n'était absolument pas justifié de fermer l'entreprise, si ce n'est de verser des dividendes à l'année de 12% à la caisse de retraite américaine. C'est tout. Et ils ont sacrifié cette entreprise
uniquement pour pouvoir payer des dividendes. Et c'est là où je suis pas d'accord. Et il y avait une loi qui verrouillait ça. Au-dessus de moi, il y avait une loi qui vérifiait. Parce que je te suis. Aujourd'hui, en France, on disait le mec. Mais il faut faire très attention aussi parce que le coût du dividende, pour qu'un système fonctionne, il faut que le capital soit rémunéré. Charles, pourquoi ils ont supprimé les vérifications? Voilà. Il y avait une loi qui disait on vérifie avant de fermer l'entreprise. Juste. Oui, pour tomber ce que je comprends pas ce que je comprends pas dans cette histoire, alors, c'est pourquoi il n'y a pas un repreneur d'affaires qui est venu, qui l'a reprise, puisque, après tout, si elle était rentable, lui, c'était pas difficile, il la reprenait, il empruntait de l'argent, et tant qu'il se faisait plein d'argent. Donc, ça veut dire qu'en France, il devrait y avoir, dans ce cas-là, un marché pour les repreneurs d'entreprises, qui reprennent des entreprises qui sont rentables et qui sont liquidées pour des fausses raisons. C'est exactement comme quand les gens me disent que les femmes sont moins payées que les hommes, sujet brûlant s'il en fut, je leur dis, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, les entreprises où il n'y a que des femmes, comme elles ont des coûts beaucoup plus basses, elles enfoncent toutes les autres. C'est pas vrai. Donc, si tu veux, si c'était possible, si les femmes faisaient exactement le même boulot en étant payées 30% de moins, moi, en tant que chef d'entreprise, j'aurais que des femmes. Non, mais c'est complètement idiot. Donc, il y a toute une série d'arguments qui se baladent là, qui sont faux. Je comprends le côté économiste. Moi, je me place du côté humain. Mais je comprends ça très bien. Mais j'ai du mal. Je vais te citer un autre texte de loi qui est... Attends, je vais te répondre rapidement. La seule politique sociale qui marche, c'est le plein emploi. Oui, je suis d'accord. Et donc, on fait, avec toutes ces règles dont on parle sans arrêt, qui foutent dans les entreprises, tu peux pas atteindre le plein emploi. Parce que tu as tellement de coûts fixes qui viennent de l'administration que tu peux pas te rentabiliser. Mais je suis donc, si tu veux, la première des choses, c'est de libérer les entreprises pour que les salariés aient le choix de bouger d'emploi en emploi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un très mauvais patron qui se tient très mal avec les femmes et tout, mais comme tu es mort de trouille de ne pas avoir d'emploi, tu te laisses faire. Ça, c'est abominable. Ce qu'il faut, c'est le plein emploi. C'est pas la législation sociale qui te protégera quand il y a du chômage. Je peux le comprendre. Je trouve simplement qu'il y a quand même un paquet de textes de loi aujourd'hui qui sont votés uniquement, entre guillemets, et encore une fois, je ne suis pas communiste, je ne suis pas anarchiste, bien compris. Qui sont votés... Je vais te citer un autre texte de loi qui s'est passé, je crois que c'est il y a 2 ans. Il y a un député qui a déposé un amendement disant, voilà, maintenant, on veut que les entreprises qui font du profit en France annoncent dans leur compte le profit qu'ils ont fait en France. Truc bête, hein. Je gagne de l'argent en France, je déclare sur un papier ce que j'ai gagné. L'amendement passe en commission des finances, ça passe. L'amendement passe en première lecture à l'Assemblée nationale, ça passe. On dit, putain, on va enfin savoir combien Amazon, Coca-Cola, etc. gagnent d'argent en France. Ce qui voulait dire après, combien on pourrait leur faire payer d'impôts. Et l'amendement, il passe en première lecture, panique à bord. Ils arrêtent tout, ils téléphonent à des députés qui n'étaient pas là, et ils refont voter pour rejeter l'amendement. Expliquez-moi. Tabou absolu. On ne touche pas au commerce international, je le disais tout à l'heure. Expliquez-moi. Par rapport à toute cette fantasmagorie, etc., on ne touche pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas Amazon et toutes ces grandes firmes qui font du lobby pour empêcher que ce gère. Je n'ai jamais été contre une information. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé qu'il fallait que le maximum d'informations était ce qu'il y avait de meilleur pour la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient bien informés. Et donc, ça m'allait très bien. C'est-à-dire que je sache combien Amazon gagne en France, ça me semble parfaitement normal. Ils l'ont rejeté, le gouvernement. Parce qu'il est l'objet de ces lobbies dont on parlait tout à l'heure. Par contre, le petit, et là je rejoins ce que disait, le petit, lui, il est obligé de tout déclarer. Bien sûr. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Moi, sur ma déclaration d'impôt, j'ai même plus besoin, tout est marqué. Si jamais je voulais truander, je pourrais même pas. Ils ont de l'information avant moi. Mais c'est ça qui va passer, ce sentiment d'injustice et d'inégalité absolument totale, qui fait que personne ne sait combien Google, combien Amazon, etc., on peut dire d'autres, gagnent en France, alors que l'artisan, le petit commerçant, l'indépendant localisé, lui, il ne peut pas échapper. 10 euros, c'est pas possible. Tu te rends compte que maintenant, moi je suis écrivain. Il y a le sentiment d'inégalité. Maintenant, les impôts me demandent même pas mon avis pour ponctionner sur mon compte en banque. Et je suis très d'accord. Ils ne demandent même pas mon avis. Mais ce que disait Charles est important. Je suis totalement attaché à la liberté d'entreprendre. Moi aussi. Et il faut que le chef d'entreprise, ses actionnaires qui ont mis du capital dans l'entreprise, puissent décider d'eux. Simplement, l'information ne fait jamais de mal. Et sur l'information, qui gagne quoi, où, qui gagne combien, où, et donc qui devrait payer de l'impôt, ça devrait être des informations, c'est d'utilité publique et ça devrait être public. Plus tu gagnes d'argent en France, plus c'est caché. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Encore une fois, je ne peux pas en vouloir aux gens
Pour une raison très simple, c'est que la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt célèbre il y a longtemps. Quelqu'un avait utilisé au maximum les avantages fiscaux pour payer le moins possible d'impôts. Et la Cour suprême a rendu un arrêt en disant que c'est le devoir de tout citoyen de payer le moins d'impôts possible légalement. C'est le devoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que le citoyen file du pognon qu'il a gagné à l'État qui va le gaspiller. OK ? Comme on voit aujourd'hui tous les jours avec tous ces gens partout. Donc, dans la mesure où quelqu'un qui a de l'argent le cache légalement, je n'ai rien à dire. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut changer la loi. C'est-à-dire que s'il fait une fraude, il est puni. S'il a respecté la lettre de la loi, c'est pour ça que je ne peux pas m'élever contre ce que font Amazon, Google et tous ces gens-là, parce qu'ils opèrent dans le cadre de parfaitement légitime. Oui, mais quand c'est eux qui font voter les lois, ça sert à rien. Tout à fait. Ils vont pas voter les lois. C'est le bouclage dont nous parlons. Bah oui. C'est le bouclage, c'est pour ça qu'on se retrouve devant le problème il faut que l'État français redevienne souverain fiscalement, de façon à ce qu'il puisse les coincer. Or, on a abandonné cette souveraineté à des gens qui eux-mêmes sont corrompus. On est d'accord. De fait, l'État français accepte La que corruption. les grandes entreprises pratiquent le shopping fiscal. Elles décident là où elles vont payer l'impôt et elles décident des montants d'impôt qu'elles vont payer. C'est absolument intolérable parce que c'est la fin de la justice, c'est la fin de l'égalité. Absolument. Et puis, accessoirement, ça met sous contrainte le contribuable moyen français d'une manière intolérable. Et on n'a pas le temps aujourd'hui dans cette émission de parler du mélange des genres et des conflits d'intérêts. Parce que là aussi, j'ai un packaging. Hein. Oui, ben ça, le truc du gars qui était au ministère des Finances et qui se retrouve au conseil d'administration de je ne sais pas quoi. Et qui sont tous ensemble dans les mêmes conseils d'administration. Ça aussi, il y a un la directrice de cabinet du président. Regardez le président de la Commission européenne. Regardez les parcours avec Goldman Sachs. Oui. Draghi en venait, Barroso y est allé. Il y a un phénomène beaucoup plus intéressant, mais nous aurons une autre émission y consacrée, j'espère bien. C'est ce qu'on appelle les revolving doors. À la Commission, vous faites 5 ans dans une grande ONG, une fondation, 5 ans à la Commission. Comme par hasard, vous avez à instruire les dossiers qui donnent des fonds européens à cette ONG ou à cette fondation. Ensuite, vous repartez 5 ans dans une autre ONG ou une fondation et vous faites pareil. Ça marche extraordinairement bien. C'est-à-dire que les ONG qui sont des éléments qui permettent cette corruption, par exemple dans le domaine de l'écologie, sont financés par Bruxelles. Oui, sûr. Et ensuite, les gars retournent dans l'ONG et ça retourne à Bruxelles. Donc, tout à fait. On a une législation qui, dans le fond, est faite non pas par des élus, mais par un petit cercle fermé qui se retrouvent entre eux. Mais complètement. Et ils vivent entre eux, ils dorment entre eux. Tout à fait. Et ils se cooptent les uns les autres. Et c'est de ça dont on crève. Il faut qu'on se batte. C'est de ça dont on crève. C'est pas du gars qui paye le moins d'impôts possible en France légalement. Ça, c'est pas de sa faute. C'est aussi ça. C'est aussi ça, mais si c'est légal, j'ai rien à dire. Mais encore une fois, Charles, légal, c'est une chose. Immoral, c'en est une. Ah non, c'est complètement différent. C'est légal et légitime, l'opposition. Non, légal, je voudrais dire quelque chose qui me semble absolument essentiel. C'est que au XIIe siècle, il y a eu un philosophe français qui s'appelait Abélard, qui a fait une distinction absolument incroyable, qui a changé la nature de l'humanité depuis. C'est-à-dire que dans la vie, il y a deux choses. Il y a le péché et il y a le crime. L'État doit s'occuper du crime. Il doit en aucun cas s'occuper du péché. C'est-à-dire, si vous commencez à vous occuper du péché, vous vous retrouvez en théocratie avant que vous ayez le temps de dire ouf. Hein. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui se passe à Clément. Exactement. On a une nouvelle église qui est en train d'arriver, donc on a un problème. Donc, encore une fois, moi, je ne m'occupe, dans les recommandations que je fais, que de gens qui font des crimes. Ouais, je suis d'accord aussi. Le péché, j'ai mon indigne, mais la morale ne peut être qu'individuelle. À partir du moment où vous acceptez l'idée d'une morale collective, on se retrouve avec des camps de concentration partout. Hein. Donc, on peut être d'accord. Maintenant, le légal, quand il est fait par les mêmes gens qui n'ont qu'une idée, c'est de transformer leur illégalité en légalité, je peux pas être d'accord. Ah ben, tout à fait d'accord. J'ai 50 000 exemples là-dessus. Mais ça, à ce moment-là, ça suppose que le légal est devenu illégitime et ça suppose un renversement, si possible, par les urnes. C'est une des fonctions de la prolifération des normes. C'est de cacher la loi. À force de faire des normes dans tous les sens, plus ou moins paradoxales, plus ou moins contradictoires, qui permettent de jouer, on oublie ce que Robert Badinter appelait le tranchant de la loi. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de fort dans ce que vous disiez, c'est que des lois simples, dans leur compréhension, aucun Français n'est supposé ignorer la loi. Elles sont fortes parce qu'on peut les appliquer avec tranchant. L'avantage de la prolifération des normes dans tous les sens,
c'est que personne ne s'y retrouve plus très bah, bien. Et si vous avez les bons cabinets d'avocats, les bons cabinets de consultants, en fait, vous faites absolument ce que vous voulez. T'as des jurisprudences dans tous les sens après. Exactement. Et vous faites en fait ce que vous voulez, si vous avez l'argent et la puissance. Ah mais voilà, tu as bien fait de préciser, si vous avez l'argent et la puissance. Et la norme sert à désarmer la loi. Eh bien, il y a un moment donné... ça, c'est une très bonne formule. La norme sert à désarmer la loi. Je crois que ce sera je crois qu'on est dans les temps, là. Ça sera la conclusion de l'expérience, parce que c'est exactement ça. La norme sert à désarmer la loi, et dans la mesure où elle désarme la loi, elle met les gens en... Il n'y a plus l'égalité de tous devant la loi. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a l'égalité de tous devant la loi en théorie, mais dans la pratique, il y a l'inégalité devant la norme. L'inégalité devant la norme, c'est ça qui tue les gens. Après, c'est le plus démerdard. Et c'est donc chacun pour soi. Et c'est horrible. Et c'est la fin de la volonté de vivre ensemble. Et c'est la fin de la société. Exactement. Oui. Parce qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Quand c'est chacun pour soi, c'est celui qui tue les autres qui continue à résister. Et à un moment donné, il se retrouve tout seul. Hein. Non, mais l'espoir de l'individualisme absolu, c'est de remplacer le vivre ensemble par les normes. Oui, on est d'accord. Eh bien, je vais vous dire, nous, on n'est pas d'accord. Moi non plus. On est d'accord sur rien tous les trois. Mais sur tout là, là-dessus, on est d'accord. C'est clair, c'est une folie sinon. Merci beaucoup.